à tous, vous aimez les stars? Ça tombe bien parce que nous non plus. Dans la vie, il y a ceux qui sont riches et ceux qui sont honteusement riches. La nuance, eh bien, c'est simple. Les riches partent en vacances tous les étés et tous les hivers pendant au moins 2 mois. Ils possèdent une voiture qui coûte le prix d'un appart à Nice et leur maison est classée monument historique. Quant à ceux qui sont honteusement riches, eh ben, ils sont en vacances toute l'année. Leur voiture, ils ne la payent pas puisque la marque leur appartient. Et leur maison, eh ben, ça va, puisque de toute façon, ils ont de quoi se payer le Texas tout entier. Bref, une vie difficile où tout s'achète, vu que c'est juste une question de prix. Et oui, les milliardaires que vous allez découvrir dans un instant ne jouent jamais au loto et pourtant, ils gagnent tous les jours. Vous entrez dans la chambre du fondateur de Microsoft, Bill Gates. L'homme le plus riche du monde. Il a l'air de dormir sur ses 2 oreilles, non? Eh bien, il peut. Parce que pendant que le petit Billy est au pays des songes, son empire continue à grossir. Ce qui veut dire qu'au matin, quand il se réveillera, sa fortune affichera 4 millions de dollars de plus au compteur. Tu la sens, la bonne odeur de l'oseille, Bill? Rien qu'en dormant, Bill Gates gagne autant d'argent en une nuit que la plupart des acteurs hollywoodiens pour un film entier et des mois de tournage. Et même plus que ça. La fortune de Bill Gates est telle que le fisc a dû utiliser un ordinateur spécial pour la calculer. Bill Gates est l'homme le plus riche du monde. Ça veut tout dire. Et effectivement, Bill a largement de quoi remplir son bas de laine. Sa fortune atteint le chiffre ahurissant de 50 milliards de dollars. Et on s'aperçoit qu'arrivés à des sommes pareilles, les milliardaires sont obligés d'inventer de nouvelles manières de dépenser leur argent. Prenez cet homme, le sultan de Brunei. Tête couronnée et milliardaire du pétrole, il s'est fait construire ce palace flambant neuf au début des années 80. Sa superficie de près de 200 000 m² en fait le palais résidentiel le plus vaste du monde. Le palais est surmonté de dômes en or. Il est plus grand que le Vatican. Il rivalise avec Versailles. Il possède 1788 chambres et une salle à manger qui peut accueillir 5000 convives. Il y a aussi le prince saoudien Al-Walid, 49 ans. En 1997, il a déboursé 130 millions de dollars pour se faire construire sa propre oasis résidentielle. Et pourquoi pas quand on pèse 20 milliards? Le palais du prince Al-Walid d'Arabie Saoudite est plus vaste, plus grandiose, plus luxueux que les maisons des 5 milliardaires les plus riches de la planète réunis. C'est quelqu'un qui a véritablement le train de vie le plus luxueux qu'on puisse avoir. Fermez les yeux et imaginez le palace personnel du prince à Riyad, en Arabie Saoudite. Avec ses 317 pièces, ce palais des 1001 nuits totalise plus de 3700 m² de surface habitable. Dans les jardins se trouve une fontaine qui projette un mur d'eau de 6 mètres et le hall d'entrée qui culmine à 23 mètres est flanqué de 2 escaliers tournants. Il y a également des piscines intérieures et extérieures, une salle de projection, une piste de bowling et un salon de beauté. Je me sens comme chez moi, c'est super. Telle une tempête de sable saharienne, le gigantesque palais d'Al-Walid est aussi réputé pour engloutir des voyageurs tout entiers. Je me suis perdu dans un de ces dressings. Ils sont sans fond. Au bout d'un moment, vous êtes totalement perdu. Tous ceux qui se trouvent dans le palais sont équipés de talkie-walkie. Si vous êtes perdu, vous dites « Je suis dans le cinéma ». On vous répond « C'est telle pièce, allez dans la chambre bleue ». Prenez le couloir et 500 mètres plus loin, vous devriez tomber sur quelqu'un. Heureusement que le prince a 180 domestiques à son service pour l'aider dans les opérations de recherche, pendant que lui se prélasse devant l'une de ses 520 télévisions et s'inquiète de ce qui compte vraiment, son argent. Lumière! Voici un avion de ligne, tout ce qu'il y a de plus banal. On peut y entasser 500 personnes avec 6 toilettes rikiki et des cacahuètes périmées à leur disposition. Attention, un sachet par passager. Mais quand un milliardaire met la main sur un jumbo jet, exit les sièges et bonjour les aménagements intérieurs grand luxe. À gogo. Ils ont des avions avec des chambres à coucher, des salles de réunion. À côté, l'avion du président, c'est l'armée du salut. S'ils ont un décorateur d'intérieur qu'ils aiment bien, qui a fait leur domicile, ils lui demandent de s'en occuper. Ou ils peuvent engager ce type-là, Edis Doré, le décorateur d'intérieur le plus prestigieux de New York, spécialisé dans l'aménagement intérieur des avions de milliardaires.
Quand un milliardaire vient nous trouver pour son avion, c'est une immense toile vierge sur laquelle on est libre de créer toutes les ambiances voulues. Et Eddie's a parfois des commandes assez déconcertantes. Ça peut aller de l'intérieur ultra-moderne équipé d'un jacuzzi jusqu'au playboy qui veut qu'on lui installe une barre à striptease, en passant par ce client qui voulait que l'intérieur de son 747 ressemble au hall d'entrée du château Skibo. Le salon au premier étage était un fumoir, réplique de celui du château Skibo. Quand on aménage une cabine, on peut aller jusqu'au bout de son imagination. Et oui, parce que quand on est milliardaire, on peut s'envoyer en l'air comme on veut. Et l'avion préféré des milliardaires? L'une des machines volantes les plus rapides du monde, l'ultra classe et ultra rapide Gulfstream. Les milliardaires raffolent du Gulfstream parce qu'il leur permet d'aller n'importe où rapidement. Ils sont élégants, modernes. Énormément de milliardaires ont leur propre Gulfstream. Oprah Winfrey, Larry Ellison, c'est le signe extérieur de richesse par excellence. Demandez donc au milliardaire d'Internet, Mark Cuban. En 2005, il s'est offert ce Gulfstream G550 haut de gamme pour la bagatelle de 42 millions de dollars. La plupart des gens ont leur fauteuil préféré à la maison. Moi, c'est celui-là. Je m'assois dedans pour être tranquille, faire ce que j'ai à faire. Quand les gens se font du souci pour l'avenir, moi je prends l'avion et je vais dans un endroit sympa. Là, je vais à Las Vegas. Si sur un coup de tête, j'ai envie de dîner à New York ou à Los Angeles, hop, un coup d'avion et on y est. Le Gulfstream G550 de Cuban a son propre pilote à plein temps et décoré de bois importé de la Côte d'Ivoire, équipé de repose-gobelets en or 24 carats et d'équipements à la pointe de la technologie. Le tout sur mesure pour répondre aux exigences de Mark. Ce qui est bien quand on a des milliards de dollars, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, où on veut, comme on veut, quand on veut. Je suis le mec le plus chanceux de la Terre et à ma mort, je veux être réincarné en moi. Le Gulfstream est peut-être bien l'avion le plus élégant, mais il y a certains de nos amis milliardaires qui s'y trouvent encore un peu à l'étroit. Alors, ils achètent carrément un Boeing qu'ils transforment en véritable château dans le ciel. Boeing est connu pour fabriquer des avions de ligne pour des compagnies aériennes américaines comme Delta. Mais quand les milliardaires ont commencé à en acheter, Boeing a ouvert une branche spécialisée dans la construction d'appareils pour milliardaires. Il faut bien se gâter un petit peu. Et Donald Trump ne s'en prive pas puisqu'il a son propre 727. Il y a aussi les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page. Ils se sont payés un magnifique Boeing 767 en 2005. Bienvenue à bord du Shadow. Équipé d'un spa, d'un salon de beauté, d'une cave de 5000 bouteilles, d'un green de golf et de sa propre équipe de sécurité à bord, vous vous dites que c'est le yacht de rêve par excellence. Raté. Pour les milliardaires, le Shadow n'est rien d'autre qu'un garage flottant. Pour qu'ils puissent remorquer leurs gros bijoux, hélicoptères et autres limousines derrière leur yacht. Le Shadow, c'est toute l'extravagance du voyage en mer vu par les milliardaires. Il est en remorque derrière le yacht et il leur restitue tout le confort de leur domicile pour qu'ils puissent se le faire suivre partout dans le monde. Louer le Shadow pour un mois coûte près d'1 demi-million de dollars à nos apprentis loups de mer. Mais s'ils peuvent se permettre d'avoir leur propre entrepôt flottant qui les suivent par monts et marais, vous vous doutez bien que leurs yachts à proprement parler ne sont pas franchement des barques de pêcheurs. Une star ou un millionnaire peut louer un yacht. Un milliardaire, lui, possède le yacht. Un yacht, c'est une des choses les plus chères qu'on puisse posséder dans tout l'univers. Ce bateau est assuré pour 100 millions de dollars. Et par pitié, n'appelez pas ça des yachts. Les milliardaires n'ont pas des yachts, ils ont des méga yachts. La différence ? Un yacht fait tout juste 25 petits mètres de long et coûte en général moins d'1 million de dollars. Un méga yacht, lui, peut atteindre jusqu'à 50, 100 et même 150 mètres de long et coûte des dizaines de millions de dollars.
Ces méga-yachts, c'est une catégorie à part. Il faut 3 ans pour en construire certains dans des chantiers navals spéciaux. Il en existe environ 80 dans le monde. Ils sont réservés à un club très fermé. Quand vous avez un yacht qui dépasse les 100 mètres de long, vous ne pouvez même pas appareiller avec. Il faut rester au large et prendre une navette pour vous rendre sur la terre ferme. Un milliardaire qui a un yacht peut en faire son propre vaisseau de croisière et l'aménager selon ses moindres désirs. Bienvenue dans le match du siècle, le combat des méga-yachts de milliardaires. Élevé dans un orphelinat dans sa Russie natale, il est d'abord devenu l'un des capitaines de l'industrie du pétrole avant d'être commandant de navire. Le milliardaire Roman Abramovich a 4 yachts. En 2004, il les a tous emmenés avec lui au Portugal. Il prenait son petit-déj sur l'un, déjeunait sur l'autre et dînait sur le 3e. Le joyau de la flotte de Roman ? Le Pélorus, 115 mètres de long pour 125 millions de dollars. Avec une piscine intérieure, un sauna, du plancher ancien, 42 membres d'équipage et assez de chambres pour accueillir 22 passagers. Et pour ce milliardaire du genre prudent, tout est une question de sécurité. Son Pélorus est équipé d'un submersible pour détecter les mines sous-marines, d'un système intégré de protection antimissile et d'un revêtement pare balles. Il a ça sur son yacht, sur son avion. C'est à se demander si quand il se promène dans la rue, il n'a pas une petite bulle de défense antimissile autour de lui. Le chef de l'État de Dubaï, c'est pas un yacht qu'il a, c'est carrément son propre pâté de maison flottant. Vous pouvez vous retrouver sur ce yacht en même temps qu'une foule de gens sans jamais les croiser. Encore en travaux, le Platinum est aussi luxueux que long. À bord, on trouve 2 suites somptueuses, un cinéma, une discothèque, un cours de squash, en plus d'un sous-marin et d'un héliport pour l'hélico Black Hawk du Prince. Ça coûte 10% du prix total du yacht, rien que de le faire entretenir pendant 1 an. Vous faites le calcul. Ce type-là débourse 30 millions de dollars par an pour entretenir son yacht. Il faudrait plusieurs années à n'importe quelle star pour gagner cette somme. Mais le chèque a du souci à se faire. Il paraîtrait que notre milliardaire russe préféré, Roman Abramovich, se serait donné pour mission ultra secrète de construire un bateau encore plus gigantesque. Assemblé dans le plus grand secret dans un chantier naval allemand, son projet de 5e méga-yacht répond au nom de code Secret. Ce qui est loin d'être un secret, c'est qu'après ça, Roman sera l'heureux propriétaire du plus gros méga-yacht existant. Roman Abramovich se fait construire un 5e yacht pour ajouter à sa collection. Ce serait le plus gros du monde, plus de 160 mètres de long. Y aura-t-il encore quelque chose qui manque sur celui-ci ? Vous trouvez que c'est la belle vie d'être milliardaire ? Eh bien, dites-vous qu'il y a des petits vénards qui sont assurés d'être milliardaires à vie sans jamais avoir à lever le petit doigt. Vous reconnaissez peut-être Stavros Niarchos, 21 ans, comme étant le petit ami occasionnel de Paris Hilton. Mais le beau grec est également l'héritier d'une dynastie qui pèse 7,5 milliards de dollars. Stavros Niarchos est un bébé milliardaire et il est canon. Les gens ont vraiment envie d'en savoir plus sur lui et sa famille. Il a cette aura, ce charme à l'européenne. Oui, parce que quand le deuxième rejeton Niarchos voit le jour, il a déjà des billets verts plein le landau, venant à la fois du côté de maman et de papa. Papa Philippe a hérité d'un empire grec de la construction navale. Et maman Victoria est une Guinness. De la dynastie des fabricants de bière irlandais Guinness. Ses 2 parents viennent de familles fortunées, 2 milliardaires réunis en un. Pendant son enfance, Stavros a passé beaucoup de temps à Saint-Moritz, Monaco, ce genre de repères de milliardaires, à faire du ski, de la planche à voile, à s'amuser sur des yachts de luxe. Et récemment, il a même commencé à se la jouer un petit peu Hollywood. Il est sorti un moment avec l'actrice Mary-Kate Olsen. Et puis il s'est mis avec Paris. Il a commencé à se mettre dans de sales draps. On dit qu'il aurait saccagé une chambre d'hôtel à Las Vegas à l'occasion de l'anniversaire de Kelly Osbourne. Il a plié la Bentley à 300 000 $ de Paris. Oui, et après, ce jeune homme peut se permettre d'accrocher autant de Bentley qu'il veut.
C'est cool, on s'en fiche. Stavros vient tout juste de toucher le premier versement de sa future fortune. Le jour de ses 21 ans, en avril 2006, il a hérité de 275 millions de dollars. Juste un tout petit avant-goût de sa fortune à venir. C'est l'exemple parfait du futur milliardaire. Aucune limite à ses dépenses. Ça c'est sûr, parce que quand votre papa c'est le sultan de Brunei et qu'il a une fortune estimée à 20 milliards de dollars, vous vous dites que vous pouvez vous permettre de profiter un peu de la vie. Le prince Azim a un père qui est connu pour flamber des sommes astronomiques dans tout ce qui lui fait envie. Et le fiston suit le même chemin. Il suit la tradition de ces types riches à millions qui font partie de la jet-set internationale, claquent un pognon fou à droite et à gauche et aiment bien fricoter avec les stars. Quand son Altesse a fêté ses 23 ans à Londres en 2005, il a invité la moitié d'Hollywood à l'aider à souffler ses bougies. Le prince Azim s'est offert quelques stars glamour. Scarlett Johansson, l'actrice Misha Barton et le chanteur Kid Rock. Je veux Kid Rock et que ça saute. Il n'y a pas de mal à se faire un peu de blé, si. Et quand le jeune prince n'importe pas des stars pour ses petites sauteries, il les couvre de cadeaux hors de prix pour être sûr qu'ils restent toujours les meilleurs amis du monde. Le prince Azim adore en faire des tonnes quand il a envie de rencontrer quelqu'un. C'est le moins qu'on puisse dire. Après avoir vu Usher en concert en 2001, il aurait fait parvenir l'équivalent de 250 000 $ de chaussures à la star du R&B, dont une paire de Nike incrustée de diamants. Je trouve ça super sexy. Et maintenant, ils sont potes. Ça a marché. Ça, on n'en doute pas. Parce que quand vous êtes l'un des 4 fils d'un milliardaire destiné à hériter de la fortune de papa, tout le monde veut être votre copain. Les milliardaires s'achètent des choses que même les gens ultra riches trouvent extravagantes. Bill Gates a déboursé 32 millions de dollars pour s'offrir un carnet sur lequel Léonard de Vinci avait griffonné. Ça vous donne une idée de l'étendue de sa fortune. Il peut se permettre de claquer 32 millions de dollars pour un petit carnet de 60 pages. Mais pour dépenser tous ces millions en trop, la dernière mode chez les milliardaires, c'est de posséder un club sportif. Quand on est milliardaire, arrive un moment où on ne sait plus comment dépenser son argent. On a des voitures, des maisons, des avions, des yachts. Acheter une équipe sportive, c'est l'occasion de posséder des gens. Et dans le sempiternel combat entre les sportifs et les intellos, posséder une équipe sportive, c'est la manière rêvée pour les anciens boutonneux milliardaires de prendre leur revanche. Quand ils étaient jeunes, beaucoup de ces hommes étaient du genre intello à lunettes et personne ne voulait d'eux dans leur équipe. Alors maintenant, ils se vengent en achetant les plus grands clubs sportifs du pays. Prenez l'exemple de notre golden boy de l'informatique préféré, Mark Cuban. Au lycée, les sportifs avaient surnommé Mark et ses amis le clan des tortues tellement ils couraient lentement. Maintenant que Mark est riche à millions, il s'est payé une équipe de sportifs pour courir à sa place. Mark Cuban a dépensé près de 300 millions de dollars pour s'offrir les Dallas Mavericks. J'ai dépensé un sacré paquet de fric. Mais aucun intello de Silicon Valley n'aura mieux conquis le monde du sport que l'autre milliardaire de Microsoft, Paul Allen. Voici Paul plus jeune à côté du cofondateur de Microsoft, Bill Gates. Pas franchement le profil de l'athlète type. Mais depuis, Paul a déboursé près de 265 millions de dollars pour acquérir à la fois une équipe de basket et une de football américain. Paul Allen possède les Seattle Seahawks et les Portland Trail Blazers, 2 équipes très connues. La première de foot américain, la seconde de basket NBA. Sa revanche est totale. C'est vrai que c'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Paul Allen s'est peut-être fait un nom dans le monde du sport, mais il n'a pas réussi à payer un titre de champion à ses équipes. Pour ça, il faut vraiment allonger la monnaie. Comme le milliardaire russe Roman Abramovich. Ce fan de football ne voulait pas seulement posséder sa propre équipe, il voulait se payer la meilleure équipe de foot de la planète. En juillet 2003, Roman Abramovich a acheté le club de football de Chelsea pour 90 millions de livres. Chelsea était un bon club avant son arrivée, mais dès que Roman a commencé à injecter de l'argent, ils sont devenus invincibles. Certes, Roman a déboursé 130 millions de dollars pour s'offrir le club de Chelsea,
Mais pour le rendre virtuellement imbattable, il a carrément décidé d'aller faire son marché des meilleurs joueurs, claquant 775 millions de dollars au passage, et a mis sur pied l'équipe la plus chère payée de toute l'histoire du football anglais. La masse salariale du club surpasse de loin celle de toutes les autres équipes. Ils voudraient tuer le championnat. Mais ça a payé, puisque l'année dernière, ils n'ont perdu qu'un seul match de toute la saison sur 38 rencontres. Un exploit invraisemblable.